Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle que nous organisons à l'occasion de la sortie de notre étude Éthique des organisations à l'ère du numérique vers une intelligence artificielle responsable. Petit point logistique pour éviter les échos, merci à tous de couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Je suis Adèle Taravella, directeur secteur public chez Eurogroupe et j'interviens en particulier sur les problématiques de transformation numérique en lien avec les stratégies métiers. Et j'anime au sein d'Eurogroupe la communauté Action publique numérique qui a réalisé cette étude. Je remercie au passage Hippolyte Ancelin et Émilie Kuhlmann qui se sont particulièrement investis dans ces travaux. Et merci à toute l'équipe Nova pour l'organisation de ce webinaire. Pour réaliser cette étude, nous avons fait de nombreuses recherches et nous sommes allés interroger nos clients et partenaires pour savoir comment leur organisation appréhendait ces différents enjeux. Nous avons ainsi conduit une bonne dizaine d'entretiens entre fin 2019 et mi-2020 auprès d'acteurs très différents les uns des autres, à la fois des grandes entreprises, des pure players spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle, des administrations centrales, des agences publiques, des organismes de formation et même quelques groupes de réflexion spécialisés sur ces questions de dimension éthique de l'intelligence artificielle. Un peu partout, le constat est le même. Si l'intelligence artificielle s'annonce comme l'un des défis technologiques majeurs de ces prochaines décennies et représente tout à la fois un enjeu de pouvoir et un vecteur de transformation économique et sociétale, elle n'en est cependant pas sans susciter un certain nombre d'inquiétudes, parfois fantasmées, parfois fondées. Sans aller jusqu'au cauchemar que nous renvoie parfois la science-fiction, il est certain que certains scandales qui ont récemment défrayé la chronique sont venus jeter un froid sur l'enthousiasme initialement suscité par cette technologie de rupture. Et on assiste un peu partout à une véritable prise de conscience de cette problématique des enjeux éthiques liés au développement de l'intelligence artificielle. Très récemment, en fin de semaine dernière, le licenciement polémique de Timnit Gebru, qui travaillait chez Google sur ces questions, a porté également le débat sur la place publique. En effet, suite à son licenciement, plus de 1400 employés de la multinationale ainsi que plus de 2000 représentants de la société civile, notamment des universitaires, ont co-signé une lettre ouverte pour exiger des précisions sur le motif de ce renvoi. Alors, il faut savoir qu'elle travaille notamment sur la problématique du biais d'automatisation dans certains cas d'usage sensibles appliqués à l'intelligence artificielle, comme le recrutement ou la justice. Le biais d'automatisation, c'est le fait pour un être humain de ne pas exercer son esprit critique vis-à-vis d'une suggestion produite par la comme il le ferait de façon tout à fait naturelle si cette même suggestion venait d'un autre être humain. La non-remise en cause des résultats proposés par une intelligence artificielle est l'un des risques majeurs de biais liés à cette technologie. Mais au-delà même de cette appréhension des résultats, ce sont les domaines même d'application de l'intelligence artificielle qui peuvent être questionnés au regard de ces enjeux éthiques et la façon dont elles sont appréhendées par les utilisateurs et les personnes qui s'y trouvent associées. Les effets de cette prise de conscience sont tels que même certains géants du domaine en viennent à revoir leur position. En témoigne la déclaration fracassante d'IBM cet été, dans laquelle l'entreprise annonçait arrêter toute recherche, développement ou commercialisation autour des technologies de reconnaissance faciale. Alors, où en est-on de ces questions? Quels sont les enjeux éthiques associés au développement de l'intelligence artificielle? Comment concilier le formidable potentiel offert par cette technologie avec une réelle maîtrise de son développement? Et comment les organisations peuvent se saisir du sujet? Voilà les quelques questions qui sont abordées dans notre étude et que je vous invite à télécharger à l'issue de ce webinaire. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs invités. Tout d'abord, Pierre-Antoine Pontoiseau, directeur chez Eurogroupe. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Pierre-Antoine, tu es philosophe et sociologue des organisations de formation, expert en matière de management des transformations majeures, et tu partageras avec nous dans quelques instants le panorama des réflexions internationales sur ce sujet. Avec nous également Gersand Guéard. Bonjour Gersand. Bonjour. Gersand, vous êtes experte en système d'information de santé, diplômée d'un doctorat de l'Université Paris 6 en santé publique et informatique médicale. Vos thèmes de recherche concernent principalement l'analyse automatique des documents médicaux et l'aide à la décision. Et après avoir travaillé de nombreuses années à la Haute Autorité de Santé, vous êtes actuellement responsable des systèmes d'information hospitaliers au sein du service de santé des armées. Votre intervention portera sur l'évolution de la prise en compte de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, qui est un des domaines pionniers en la matière. Et enfin, je reçois Michel Coutura. Bonjour, Monsieur Coutura. Bonjour à tous. Vous êtes adjoint au DGA offre de services en charge du pilotage des programmes et de la maîtrise d'ouvrage chez Pôle emploi, notamment directeur du programme Intelligence Emploi, le grand programme d'intelligence artificielle qui vise à développer l'accès et le retour à l'emploi durable.
et vous nous ferez bénéficier d'un retour d'expérience sur cette belle aventure en duo avec Céline Stevens, consultante chez Eurogroupe, qui intervient à vos côtés sur ce sujet. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, pour le déroulement du webinaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la fenêtre de conversation. Nous en prendrons quelques-unes à l'issue de chaque intervention et nous pourrons également avoir un temps d'échange à la fin de la table ronde. Et sans plus tarder, je laisse la main à Pierre-Antoine. Merci Adeline. Alors, de notre côté, nous avons eu l'opportunité il y a quelque temps de travailler avec un réseau universitaire mondial qui s'est donné pour objectif de travailler à un programme sur 3-4 ans sur le thème de nouvel humanisme au temps des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Il s'agissait dans cette préétude de cadrage pour aider des chercheurs à travers le monde à évidemment investir tous ces sujets, à regarder ce qui était produit aujourd'hui par les institutions internationales, type OCDE, ONU, Union européenne, ce qui était produit par un certain nombre d'États, à l'initiative de leur comité d'éthique ou parfois même sur le plan législatif, et puis à regarder aussi comment les grandes entreprises se comportaient, tout particulièrement évidemment celles qui sont liées à ces sujets, des entreprises des nouvelles technologies, et puis aussi des entreprises qui vont être en utilisateurs et qui vont elles aussi avoir à produire probablement des chartes et des règles éthiques. Alors pour vous présenter ça, je vous propose en fait 3 petites parties. Une première sur l'état de l'art, évidemment, de manière très synthétique, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est produit, ça ressemble au niveau institutionnel et au niveau international. Et puis se focaliser peut-être sur un sujet qui est en fait l'enjeu démocratique, puisque si les puissances étatiques, les puissances institutionnelles s'intéressent au sujet, c'est qu'il y a évidemment des enjeux de contrôle. Il y a, comme le dit Adeline, le côté un petit peu dystopique du sujet, avec le fantasme sur certains dangers, et puis un certain nombre de choses à réglementer. L'expérience de la RGPD nous a déjà montré qu'il y avait eu une époque un petit peu anarchique sur les données, ce qui est tout à fait naturel quand on explore. Et puis il y a eu quand même, à l'initiative de l'Europe en particulier, une réglementation sur l'exploitation des données, donc il en sera probablement au fil de l'eau de même dans ces domaines-là. Et puis pour conclure cette présentation, on va regarder un peu synthèse sur menaces et opportunités, c'est-à-dire quand on regarde ce paysage, quand on voit comment se comportent un certain nombre de pays, quand on voit un petit peu comment avancent certaines grandes organisations privées, eh bien, il y a effectivement des opportunités assez extraordinaires et quand même 2-3 petites menaces aussi sur ces sujets. Alors, sans plus tarder, concernant le constat général pour cette première partie, en fait, la plupart des textes qui ont été produits aujourd'hui, et ils sont fort nombreux, avec des quantités en volume absolument impressionnantes, hein, ce sont des milliers et des milliers de pages produites par les institutions internationales, tout ça, ça porte souvent sur des rappels. Ça porte sur des rappels sur les valeurs universelles, les droits de l'homme, le respect de la personne humaine et le cadre juridique qui nous est commun, et sur lequel, évidemment, il y a un point d'attention qui est nous devons absolument, dans ces nouvelles technologies, rentrer dans ce cadre général. Donc, il y a quelque part une recommandation qui est de ne pas faire entorse à ces grands principes auxquels nous sommes attachés. Bien évidemment, il y a en creux, dans tous ces documents institutionnels, quelque chose qui renvoie au fantasme que tu évoquais, Adeline, sont évoqués d'ailleurs avec des terminologies très angoissantes. Hein. Ils parlent clairement de totalitarisme numérique. On y parle beaucoup de ce qu'on appelle le crédit social en Chine, hein, tout ce système d'infrastructure technologique qui met complètement en subordination les populations. Et donc, ces chartes indiquent aussi les alertes et les limites qui sont là. Ensuite, on constate que les pays ont des positions très différentes. Quand on passe au niveau des pays, vous allez avoir des pays comme le nôtre, en France, où sous l'influence de l'UNESCO, qui est basée à Paris, même si c'est un organe international, et puis sur les travaux qui sont faits entre autres par le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, on a toute une série de documents qui sont produits pour attirer l'attention sur les risques et donner une orientation générale à ce qui peut être fait. On a après les pays pragmatiques comme les États-Unis et le Canada, en particulier, qui sont beaucoup sous l'influence des grandes entreprises des nouvelles technologies, qui veulent préserver un espace de liberté pour avancer sur ces sujets. Et puis, il y a les cas plus inquiétants, comme l'Inde ou la Chine. Et j'attire votre attention sur l'Inde, parce qu'on parle souvent de la Chine, mais on ne parle pas beaucoup de l'Inde.
alors que c'est un pays dans lequel vous avez des entreprises de nouvelles technologies gigantesques comme Infosys, avec plus de 200 000 collaborateurs, et des intérêts économiques croisés avec les intérêts politiques pour porter des projets absolument pharaoniques. Et si on a un projet en Chine important, vous avez un projet à Hadar, qui n'est plus un projet, qui est une réalité en Inde, qui est un projet où la reconnaissance faciale, la biométrie sont au service de l'obtention des droits sociaux. Donc on a là une mise sous contrôle des populations avec toute une série de dérives. Hadar signifie en fondation en hindi, et ce sont des sujets sur lesquels la communauté internationale s'inquiète un peu, puisqu'on est un petit peu sur la mauvaise pente, comme c'est le cas en Chine. Pour terminer sur cette première partie, les institutions internationales, en fait, produisent avant tout des documents qui ont un caractère de sensibilisation et de recommandation. La littérature est intéressante, mais elle ne crée pas de contraintes à ce jour. Donc les documents de l'ONU, de l'UNESCO, de l'OCDE, des documents produits par un certain nombre d'États s'arrêtent à ces deux premiers stades de sensibilisation et de recommandation. Par contre, on commence à avoir un certain nombre de documents, entre autres de l'Union européenne, qui commencent à mobiliser ou à donner des orientations pour des régulations futures. Donc là, on voit bien que le caractère normatif des juristes ne va pas tarder à arriver pour donner un cadre de travail et un certain nombre d'exigences. Maintenant, si on évoque le deuxième point, qui était les alertes ou ce qui est en jeu, en fait, sur le plan démocratique quand on fait ces études, en fait, il y a trois sujets. Il y a celui de la surveillance, d'abord. Sur la surveillance, on est en fait sur un enjeu de contrôle des populations via des tas d'outils qui nous permettent de reconnaître les gens, entre autres, de les tracer, de vérifier ce qu'ils font et de pouvoir intervenir sur leur mode de vie. Et là-dessus, on a un certain nombre de pays, dont les États-Unis, qui ont laissé l'initiative à toutes leurs grandes entreprises pour imaginer des systèmes de surveillance qui peuvent être utilisés dans la rue, à l'initiative des villes et des élus, qui peuvent être initiés par des grands centres commerciaux, par exemple. Donc, on a ensuite des grands acteurs du privé qui peuvent être consommateurs de ce dispositif de surveillance, avec évidemment quelques limites par rapport aux libertés privées. Ensuite, il y a deux sujets un peu plus cabreux, sur lesquels l'investissement en IA, voire en neurosciences, puisque les deux peuvent être très souvent liés, c'est le sujet de la legal tech, comme on dit. C'est tout ce qui est autour de la police prédictive et de la justice liée à la police prédictive. Là, on est sur un sujet très compliqué pour les démocraties, puisqu'en fin de compte, il s'agit d'observer les comportements humains, d'observer ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, par exemple, et d'intervenir de manière préventive sur quelqu'un dont on considère que l'ensemble de ses actes sont en train d'annoncer, par exemple, un acte terroriste. Donc cette police prédictive, c'est je me donne le droit d'intervenir sur des populations sur la base de toute une chaîne d'actions qui a été observée, en disant tout cela est en train de prédire qu'il va passer à l'acte, crime, vol, ou des choses comme ça. Là, évidemment, vous vous en doutez, ça pose quand même des problèmes juridiques absolument considérables, et on est aux frontières de la création d'une société d'ordre versus le maintien d'une société de liberté. Donc là-dessus, on a beaucoup d'études faites par des centres juridiques. Beaucoup de pays travaillent d'arrache-pied là-dessus, mais de manière assez surprenante, les Américains ont tendance à beaucoup pousser la production de logiciels, la production de systèmes d'intelligence artificielle pour aider à contrôler et avoir des avis en termes de police prédictive. Côté juriste, côté magistrat, il y a par contre une prise de distance assez considérable par rapport à ces innovations. Enfin, le dernier sujet, c'est celui du consentement, où on s'aperçoit, alors là c'est vraiment l'articulation neurosciences et intelligence artificielle, que le consentement, qui est quelque chose qui s'exerce entre autres dans les processus démocratiques que sont les campagnes électorales et les suffrages, eh bien on est aussi un petit peu en tension, parce que à la fois on peut évidemment partager beaucoup de choses avec tout le monde, mais on peut aussi manipuler, propager, et certains scandales, dont le Cambridge Analytica, ont démontré qu'on pouvait contourner le consentement, influencer les personnes, les orienter dans des fenêtres de tir où ils n'avaient plus que certains types d'informations. Et donc là, on a pas mal de travaux sur ces sujets, et tout particulièrement les Canadiens ont beaucoup de centres de recherche et donc des productions éthiques sur les laboratoires de politique de l'avenir pour s'intéresser à où vont être les limites d'un système général qui peut enfermer les populations
dans des univers d'information où elles ne pourraient pas prendre l'initiative de leur consentement. Pour terminer, en essayant, comme tu l'as dit Adeline, de voir à la fois les choses très positives, mais être aussi lucide sur les zones d'ombre, tous ces documents d'éthique, en fait, partagent un certain nombre d'angoisses et partagent un certain nombre d'opportunités. Sur les opportunités, il y a tout ce qui est autour de l'animation de la vie démocratique. Ces outils, en fait, sont très puissants et si on les utilise au service de l'émancipation des populations, on est en capacité de partager, de donner accès à une multitude de choses, d'orienter, et donc il y a un côté extrêmement positif. L'autre aspect que Michel Cottura, je crois, illustrera un petit peu avec Pôle emploi, c'est l'administration automatisée. On peut apporter et augmenter les services de la fonction publique et des services publics dans leur ensemble et apporter aux citoyens une administration beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissante. Par contre, vous l'avez parfaitement compris, les deux autres aspects qui sont en tension et qui sont une manière de contourner ces bénéfices, c'est celui du contrôle social. Il est indiscutable que ce qu'on voit émerger en Chine, en Inde, voire un peu aux États-Unis, paradoxalement, c'est quand même la prédiction, la détection, l'enfermement et un contrôle social commandé par la puissance de ces outils. Et puis l'autre aspect qui peut être un peu dangereux, c'est ce qu'on appelle la construction de la société technocentrée. C'est considérer qu'avec toutes ces techniques, on peut se substituer complètement aux interactions sociales. Et donc là, produire un effet que les philosophes, puisque tu as dit que j'étais philosophe, que les philosophes appellent le principe d'isolement, c'est-à-dire qu'on fractionne les relations humaines, on isole les personnes, et là, on est dans une bulle technologique qui finit par complètement asphyxier l'interface sociale auquel nous avons droit. Voilà, donc j'espère avoir été à peu près équilibré sur cette présentation, mais tous ces travaux d'éthique montrent bien que les programmes de recherche aujourd'hui cherchent à aider les grands acteurs et les grandes entreprises à travailler ce sujet de l'éthique parce qu'en fait, il expose à sa réputation, il expose à un jeu d'influence avec ses partenaires et il s'agit de savoir un peu ce que l'on veut faire et comment on va le faire pour rester dans un cadre éthique et déontologique lorsqu'on est un dirigeant d'entreprise, par exemple. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Il n'y a pas de questions à ce stade, donc je vous propose qu'on continue. Nous allons maintenant avoir l'intervention de Gersand Georg qui va nous illustrer en fait la façon dont justement ces enjeux éthiques et l'évolution de la perception de ce que l'IA peut apporter au sein d'un domaine métier très particulier qui est la santé ont pu se développer ces dernières années. Gersand, je vous laisse la parole. Merci Adeline. Donc, depuis une dizaine d'années, de nombreuses applications en santé intègrent des algorithmes d'IA, par exemple pour faciliter l'identification des interactions médicamenteuses, la surveillance à distance des patients, l'aide au diagnostic, le domaine de l'imagerie et l'utilisation d'agents virtuels. Ce n'est pas tant l'intégration que le développement de nouvelles applications qui, pour une fois, fonctionnent. Il faut savoir que la médecine intègre une grande quantité de données et de connaissances, ce qui en a fait un terrain d'expérimentation pour l'IA depuis les années 80. Et on a identifié très tôt les problèmes liés à l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire le remplacement du médecin par la machine, l'explication des décisions prises et la responsabilité, y compris juridique, des décisions. Après le AI Winter des années 80, l'IA revient en force à partir du milieu des années 2000. L'IA en médecine est toujours caractérisée par le problème de l'accès à de grandes masses de connaissances ou d'interprétation des données complexes. Le premier aspect est illustré par Watson, qui permet de consulter et d'interpréter de vastes bases de données textuelles, par exemple la somme des connaissances contenues dans les articles scientifiques, pour personnaliser un protocole thérapeutique en cancérologie. Le second aspect correspond à l'analyse d'images, qu'il s'agisse d'interprétation du fond d'œil, de lésions cutanées ou d'images radiologiques. Ces trois exemples ont tous donné lieu à des systèmes de deep learning. Les performances dépassent celles des experts, plus particulièrement dans l'identification des mélanomes, dans l'identification de la rétinopathie diabétique au fond d'œil et l'interprétation d'images radiologiques jusqu'au diagnostic du Covid-19. Les aspects éthiques se retrouvent à l'interface des problèmes médicaux et des problèmes éthiques génériques du deep learning. On a l'explicabilité, qui est commun à la médecine et au deep learning, l'automatisation, qui est également commun à la médecine et au deep learning, et les biais dans le choix des données d'apprentissage, qui est plutôt lié au deep learning. En particulier, tout ce qui touche les populations qui sont sous-représentées, comme l'infarctus chez la femme et la dermatologie de la peau non blanche. De plus en plus,
les professionnels de santé ont un intérêt croissant, en fin de compte, des applications intégrant des techniques d'IA et également aussi des craintes, puisque les radiologues pourraient effectivement être remplacés pour certains diagnostics par l'IA. Différentes techniques d'IA sont utilisées et les utilisateurs finaux non experts de ces techniques, du coup, une attention particulière est à avoir pour qu'on puisse établir une confiance et pouvoir expliquer ce que l'application apporte et également expliquer ce qui n'est pas explicable, car c'est aussi dépendant du profil du patient qui, en général, est un patient polypathologique. Ce qui est important à prendre en compte dans le contexte de la santé, c'est qu'il faut ajouter l'humain dans la boucle, mais de façon négociée. Même si, effectivement, dans certains domaines, comme l'analyse d'images, les performances ont été prouvées. Si on revient un peu en arrière d'une vingtaine d'années, c'est vrai que les systèmes d'aide à la prescription ont eu une meilleure acceptabilité et un intérêt beaucoup plus important que les systèmes d'aide à la décision, où de nombreux travaux avaient décrit des problèmes d'acceptabilité, de confiance et essentiellement aussi la place du praticien par rapport au système. On peut distinguer 3 grandes familles d'applications qui intègrent l'IA. On a l'aide à la décision, l'aide à l'agrégation de connaissances, l'aide au diagnostic sur les images. Et les 2 dernières font partie d'un lien, je dirais, IA Big Data, alors que le premier est plus lié au textuel, alors que le second est souvent visuel ou numérique. L'apport principal, c'est la capacité d'apprentissage sur des bases de données ou d'exemples très entendus. On croit souvent que l'apprentissage ne peut se faire que sur des bases de très grande taille. Mais en réalité, vu la disponibilité des logiciels de deep learning, certains systèmes peuvent apprendre sur des bases de taille moyenne. Il y a un apport en termes d'ingénierie. Dans le cas particulier du deep learning, la disponibilité de nombreux logiciels gratuits et performants, comme TensorFlow, PyTorch, met le deep learning à la portée d'un très grand nombre d'acteurs, même si les ressources humaines et l'expertise demeurent un facteur limitant. On peut identifier effectivement des domaines qui ont démontré une performance significative, comme la radiologie, la dermatologie et l'ophtalmologie. Par exemple, dans le diagnostic du mélanome, le système est plus performant que l'humain. Si on s'attache maintenant au processus de développement des applications intégrant l'IA, il faut voir qu'il faut une nécessité d'une transparence des étapes d'élaboration des applications numériques. Il faut identifier 4 grandes étapes lors de la conception. La première, c'est la sélection et la collecte des données. La seconde, le traitement des données. Puis l'algorithme. Et surtout en deep learning, il y a la définition d'une architecture de traitement qui fait une large part à l'expérimentation et qui est souvent une démarche créative. Puis, il y a l'évaluation. Si on fait un focus sur les problèmes éthiques liés à la sélection des données qui servent à l'apprentissage, c'est un problème bien identifié en deep learning. La possibilité d'introduire des biais d'apprentissage au regard des évolutions cliniques de la discipline peuvent être observées. Un des exemples concerne les accidents cardiaques ischémiques chez la femme qui ont tendance à être sous-estimés. La dermatologie de la peau non blanche dans les bases d'images qui servent à l'apprentissage. Mais ce n'est pas uniquement un problème de deep learning. Par exemple, dans les bases de données textuelles qui sont utilisées par Watson, elles déterminent le type de réponse possible. Un autre point à prendre en compte, c'est la variabilité des pratiques et l'impact sur l'élaboration des systèmes. Les données textuelles qui sont utilisées généralement dans l'élaboration des systèmes d'aide à la décision sont généralement des recommandations de bonnes pratiques qui sont produites par des sociétés savantes, des agences nationales et internationales. Et il faut intégrer le fait que la variabilité inhérente aux données peut être un frein à un apprentissage automatique de qualité. On y retrouve dans la formulation les variabilités du praticien en fonction de la pathologie. La nécessité de mettre en place des systèmes pour réduire la sélection humaine des connaissances est importante car celle-ci est très expert dépendant et il faut avoir une attention particulière sur la sélection des sources de données qui nourrit l'IA. En effet, le deep learning ne peut pas être neutre car il est forcément dépendant des données qu'on lui donne et il faut aussi analyser le niveau de la définition de l'architecture de traitement, surtout l'architecture de réseaux de neurones, mais il y a aussi les approches alternatives comme les approches bayésiennes ou hybrides, bayésiennes et deep learning.
Récemment, une cellule éthique à la délégation ministérielle au numérique en santé du ministère de la Santé et des Solidarités a été créée et a fait de l'éthique un élément central du virage numérique en santé. Son objectif est d'installer le développement d'un numérique en santé dans un cadre éthique, de façon à garantir la confiance, l'adhésion et les usages. Récemment, en octobre 2020, une campagne de communication a été lancée auprès des usagers du système de santé pour promouvoir les bénéfices du numérique en santé et d'en clarifier les critères éthiques. En conclusion, l'éthique, elle est autant dans la gestion des données, le déploiement, la mise en œuvre, la validation, la prise de décision finale, la gestion des responsabilités et le rapport bénéfice-risque, par exemple devant le manque de spécialistes dans certaines spécialités comme la dermatologie et l'ophtalmologie. Il est donc aussi nécessaire de pouvoir expliquer la méthodologie d'élaboration des applications et prendre conscience qu'il y a une reproduction des biais humains en fonction des sources de données d'entrée et des techniques d'IA utilisées. Pour finir, il faut continuer à intégrer l'IA dans les systèmes tout en instaurant un cadre éthique et on peut considérer l'application intelligente comme faisant partie d'une prise de décision collégiale. Et pour certaines techniques d'IA, on conservera la philosophie du human in the loop et pour d'autres, une automatisation semi-complète. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Gersande. Nous avons une question à votre intention pendant votre intervention. Vous indiquez inclure l'humain dans la boucle, mais de façon négociée. Négociation entre quelles parties, sachant que certaines parties prenantes ne sont pas toujours représentées, par exemple les bénéficiaires des soins? Alors, il y a plusieurs façons effectivement, d'intégrer l'humain. C'est essentiellement le praticien qui, de toute façon, a la décision finale face à un système, de pouvoir proposer la meilleure thérapeutique possible. Le sens de garder l'humain dans la boucle, c'est que le système est un avis complémentaire, en fin de compte, à une prise de décision. Et ce n'est pas la machine qui va indiquer un résultat d'emblée sans interaction humaine. Les systèmes d'aide à la décision ont un système, soit effectivement, quand on parlait de Watson, il y avait ce système de questions-réponses. C'est une façon de négocier avec la machine en quelque sorte, mais c'est dans la conception même du système et l'objectif du système que j'entends de garder l'humain dans le développement du système. Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, Pierre-Antoine nous a ouvert l'esprit sur l'ensemble des dimensions potentiellement polémiques que pouvait revêtir l'intelligence artificielle. Avec vous, Gersande, on a vu un cas concret d'application au domaine de la santé et avec les enjeux associés et toutes les questions qu'il faut se poser autour du développement des algorithmes, des organisations qui sont mises autour. Et on va maintenant avoir un autre exemple encore plus concret, effectivement, cette fois-ci de mise en œuvre en fait, de ce cadre éthique pour réguler le développement d'intelligence artificielle avec le programme Intelligence Emploi que va nous présenter Michel Cossoir. Bonjour à tous. J'ai fait le choix de vous amener avec moi dans mon aventure. C'est-à-dire qu'on a lancé un programme il y a 18 mois qui est un programme extrêmement ambitieux, qui est un programme qui est fondé un peu sur une transformation un peu globale. Et ce programme est une aventure parce qu'il génère autant de questions que de produits. En fait, c'est l'objectif de ce programme à terme, quand il aura vu sa fin dans 3 ans, c'est d'avoir répondu à l'ensemble des questions qu'on se pose dans la mise en place d'une démarche IA au sein d'une grande entreprise et ce que nous, on positionne comme un passage à l'échelle de l'IA. On était dans des démarches qui étaient des démarches de POC, des démarches d'expérimentation, des démarches où on testait plutôt des technologies. On testait peut-être un peu d'expérience utilisateur, mais surtout notre capacité à mettre en place des technologies, alors du deep learning, du machine learning, etc., etc. L'ambition qu'on a posée d'avoir un programme qui s'attache aussi bien à faire évoluer le travail du conseiller en portant assistance, le niveau de conseil qu'on porte aux demandeurs d'emploi en utilisant des technologies d'IA, le niveau de service qu'on apporte aux entreprises en termes de compréhension du marché du travail pour mieux se positionner, etc., etc. C'est réellement embrasser globalement la logique de toute notre entreprise en essayant de comprendre ce que peut nous apporter l'IA et comment on intègre l'IA. Simplement, déjà moi j'ai appris une chose, c'est qu'il fallait faire attention à ce qu'on raconte.
Quand on dit l'IA fait ceci, l'IA fait cela, etc., on intègre directement un biais de compréhension de ce que c'est l'IA. L'IA s'intègre dans des services, donc l'IA ne fait rien en tant qu'IA. C'est important parce que quand on personnifie ou quand on personnalise l'IA comme une entité qui cohabite en permanence, etc., on se projette dans un univers qui peut être celui présenté par Pierre-Antoine Pontoiseau, où on a une IA dominante, etc. Donc, moi, je préfère parler simplement de services d'IA ou de mise à disposition de l'IA dans les services. Ça repositionne l'IA au bon endroit. C'est un moyen, c'est pas une fin. On ne fait pas de l'IA à Pôle emploi, on fait des services à destination de nos publics en utilisant des technologies IA qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettent de mieux délivrer le service. C'est extrêmement important parce que sinon on génère et on emmène avec nous énormément de fantasmes, ne serait-ce que par un petit biais de vocabulaire. J'ai répondu il n'y a pas très longtemps à une interview où on m'a posé une question qui m'a un peu déstabilisé, je vais la partager avec vous, c'est Monsieur Cottura, en quoi la robotisation va modifier le travail du conseiller? La robotisation, moi je ne sais pas ce que c'est dans le travail d'un conseiller, donc c'est un terme qui ne rentre absolument pas dans notre culture et qui peut être terrible, qui peut être complètement destructeur par rapport à ce que ça projette comme image de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, il n'y a pas besoin d'intelligence pour faire de la robotisation. Les industries ont robotisé depuis un certain moment sans avoir réellement d'intelligence artificielle derrière. Et l'intelligence artificielle ne conduit pas forcément à la robotisation. Et là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. On peut projeter l'image d'une administration automatique qui livre tous les services de façon instantanée, etc., qui pousse à la déshumanisation. Mais là, on a le choix. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est ce que l'on porte en termes de valeur? Est-ce que c'est ce que l'on porte en termes de conviction? Donc voilà, simplement cet aspect-là de glissement un peu sémantique, d'utilisation de façon un peu biaisée dès le départ de ce qu'on projette en termes d'IA peut être déjà générateur de questions. Maintenant, si j'en reviens au programme lui-même, il emporte beaucoup de technologies. On fait de l'intelligence artificielle, donc c'est de la technologie de pointe, c'est des architectures de pointe. Il emporte beaucoup de méthodes. On découvre des méthodes de réalisation de sujets d'intelligence artificielle. On met en place des processus, on met en place des procédés, on met en place des questionnements, de l'analyse de données, etc. Donc tout ça est extrêmement complexe. Moi, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle. Je suis peut-être un expert de la transformation ou de l'accompagnement des transformations, mais en tout cas, l'intelligence artificielle n'est pas mon secteur de base, donc je ne rentrerai pas avec vous dans une présentation de ce qu'est le deep learning, le machine learning, même si je me le suis fait expliquer de façon extrêmement précise, je ne saurais pas transmettre cette connaissance-là. Par contre, là où on a mis des points de vigilance au-delà des méthodes, au-delà des technologies, etc., c'est sûr, et on investit énormément sur qu'est-ce que ça modifie dans le travail de nos agents. On a des chercheurs qui travaillent avec nous, on a des ergonomes qui accompagnent l'ensemble des projets en se posant ces questions, en regardant qu'est-ce que ça modifie dans la relation, est-ce que c'est réellement une relation ternaire, comme on l'appelle dans certains cas, est-ce que le conseiller est réellement en capacité de s'en emparer, est-ce que le demandeur d'emploi est en capacité de comprendre, quelles sont les questions que ça génère, etc. Donc quand on a mis en place les premières solutions, on est allé regarder quelles questions pouvaient se poser, quelles inquiétudes pouvaient être générées par l'intelligence artificielle. Donc on a tout un pan du programme qui ne s'occupe pas d'intelligence artificielle, mais qui s'occupe de qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle et comment ça change l'environnement. On a une démarche de conduite du changement qui est extrêmement importante, qui se pose l'ensemble des questions de comment est-ce qu'on explique l'intelligence artificielle. Quelles sont les questions qui se posent? Comment est-ce qu'on accompagne une solution artificielle, d'intelligence artificielle? Et on est passé par des stades de questionnement du type c'est pas la peine de les accompagner puisque c'est un service comme un autre. Il faut quand même faire attention parce que si les personnes ne comprennent pas, si les personnes ne s'en emparent pas, ça génère de la défiance, ça génère de l'interrogation et ça génère de la non-utilisation. Or, un des objectifs de l'intelligence artificielle qu'on a à Pôle emploi, c'est d'améliorer l'accès aux droits. On sait qu'on a une grande partie de nos publics qui ont des difficultés à accéder aux droits, qui ont des difficultés à comprendre les démarches administratives complexes. Donc, l'intelligence artificielle est aussi là pour leur faciliter. Donc, si on crée
par une défiance, un autre biais d'accès au droit. Donc c'est ces équilibres-là qu'il faut partager dans un programme de transformation de cette taille-là. Et ces équilibres-là sont à prendre en compte dès le début dans un programme de ce niveau-là. Et c'est pour ça, et j'en viens au sujet de l'éthique, hein, c'est le premier sujet qu'on a démarré en fait. C'est réellement le premier chantier où il y a eu un premier groupe de travail, donc c'est le premier des premiers, c'est la logique éthique, bien avant de s'occuper de solutions, bien avant de s'occuper d'architecture, bien avant de s'occuper de méthodologie. C'est le chantier qui a démarré en se posant des questions fondamentales. Et pourquoi on a démarré par ce chantier? Parce qu'on a une histoire. Et cette histoire, elle est simple. Cette histoire, elle est basée sur une accentuation du numérique très très forte à Pôle emploi depuis un certain nombre d'années. Une culture digitale très très forte qui a été accompagnée avec des correspondants du digital dans l'ensemble de nos agences, avec des objets digitaux qui ont été mis à disposition du public. Je ne sais pas si vous connaissez l'Emploi Store, qui est fédérateur en termes d'accès à des services qui ne sont pas uniquement des services de Pôle emploi. Et ces questions-là, qui sont des questions de comment je rencontre mon public, comment je comprends ce dont il a besoin, comment j'évite les fractures numériques, comment je tiens compte de l'ensemble des caractéristiques des personnes qui doivent accéder à nos services, nous ont mis naturellement sur le chemin, quand on a parlé de l'intelligence artificielle, qui est allé au-delà, qui est le dernier pas qu'on franchit, peut-être pas le dernier, mais en tout cas le prochain pas qu'on est en train de franchir de façon très très forte sur la partie numérisation, nous a amené directement à nous poser la question de valeur et de quelle valeur on apporte. Alors, nous, on est à un équilibre simple hein, sur lequel va agir l'intelligence artificielle. La valeur de ce que l'on délivre est basée sur les femmes et les hommes de Pôle emploi. C'est-à-dire que la valeur de conseil, aujourd'hui, c'est les agents de Pôle emploi, ce sont les femmes et les hommes qui délivrent ce conseil. C'est cela qui apporte la valeur ajoutée du service, c'est cela qui apporte la valeur ajoutée de la personnalisation, c'est cela qui apporte la valeur ajoutée de la résolution des problématiques des demandeurs d'emploi. Et pour faire ça, on a besoin de choses simples. On a besoin de comprendre ce qui se passe dans la relation demandeur d'emploi. Donc, on a besoin d'avoir une très grande proximité avec nos demandeurs d'emploi et nos entreprises. On a besoin de les inclure dans nos démarches de conception. Et c'est cet équilibre-là que l'on crée entre la proximité, la compréhension du besoin et la valeur du conseil qui fait que on crée ensemble avec nos publics une capacité à les faire progresser dans le domaine de la recherche d'emploi. Une des lignes directrices en entrée du chantier éthique, c'était de dire on garde ces valeurs au centre. On garde la valeur humaine au centre et on construit autour de cette valeur humaine. Donc tout le programme se construit autour de comment on accompagne, comment on comprend, comment on explique, comment on se protège, comment on limite, comment on régule. Et la démarche éthique, pourquoi c'est le premier chantier? C'est parce que c'est celui qui a permis de fixer l'ensemble de ces éléments et de construire autour et d'amener l'ensemble des équipes à se poser les bonnes questions au bon moment. Je reprends ce qu'a dit Gersand de l'intervenant précédent. C'est à tous les moments d'une solution et d'une conception qu'on doit se poser des questions d'éthique. C'est dès que l'idée naît jusqu'à sa mise en application, et à chaque stade, on a des problématiques liées sur les données, des problématiques d'autorisation sur les données, des problématiques de niveau de service et de ne pas transformer la façon de délivrer le service. Quand on est dans le domaine médical, l'expert, c'est le médecin. Quand on est dans le domaine du conseil, le conseiller, il a une valeur de conseil qui est très forte, auquel il faut pas déroger. Aujourd'hui, et puis je vais passer la parole à Sylvine qui nous donnera un peu les arcanes de comment on a fabriqué ce dispositif. Ce dispositif est présent à 4 niveaux. On a un dispositif très, très opérationnel où chaque projet qui fait l'IA est capable d'analyser au fur et à mesure les impacts de cette IA sur la solution qu'il construit. On a un comité opérationnel qui s'installe petit à petit, qui supervise l'ensemble de ces solutions et qui est capable de regarder si on applique ce que l'on a dit. On a un comité stratégique et notre comité de direction générale qui est appelé à poser des éléments et à valider un certain nombre d'orientations quand ces orientations-là peuvent poser des questions.
Et puis, on a installé récemment, et on va l'activer dès le début de l'année, un comité éthique externe indépendant qui va porter un regard sur ce que l'on fait en termes d'intelligence artificielle dans nos services et qui va nous alerter sur le respect de nos engagements, certes, mais aussi, un peu comme l'a fait Pierre-Antoine tout à l'heure, sur qu'est-ce qui se passe autour de Pôle emploi en termes d'éthique et quelles sont les questions fondamentales que l'on n'a pas forcément vues et qu'il faut se poser. Voilà, j'ai essayé de laisser un peu de place à Sigline dans la présentation un peu plus structurante des travaux qui ont été menés. Merci beaucoup, Monsieur Coutura. Donc, effectivement, Sigline, tu as accompagné ce programme Intelligence Emploi sur ce volet éthique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé et quels résultats ont pu être mis en place? Oui, merci Adeline et merci Michel. Comme tu l'as dit, nous avons le plaisir au groupe Consulting d'avoir embarqué avec toi sur le programme Intelligence Emploi et d'accompagner notamment le chantier du programme relatif à l'éthique. Comme l'expliquait Michel tout à l'heure, nous parlons de chantier, mais il faut bien repréciser tout de suite que ce sujet éthique a vocation à faire partie d'une réflexion intégrée au sein du programme et d'ailleurs plus largement au sein de Pôle emploi, qui signifie qu'on ne fait pas en sorte qu'il intervienne comme une surcouche, mais bien qu'il infuse dans toutes les dimensions du programme. En quelques minutes, je vais donc revenir sur la première partie des travaux que nous avons conduits ensemble et Michel conclura sur les étapes qui s'ouvrent à présent. Dans le cadre de ces travaux, Eurogroupe Consulting a travaillé en étroite collaboration avec une chef de projet spécialement nommée, ce qui matérialise l'ambition du programme dans ce domaine. C'est une chef de projet qui est aussi déléguée à la protection des données. Un choix important puisqu'il marque le fait que le respect de la réglementation en vigueur est évidemment un prérequis, mais un choix qui s'est fait aussi en pointant la nécessité d'aller au-delà de l'aspect juridique, nous en parlons dans l'étude, pour interroger la dimension proprement éthique de l'IA. Alors, à quoi correspondent donc les premiers travaux menés dès les prémices du programme? L'enjeu, c'est vraiment de définir les fondements éthiques de la démarche de Pôle emploi en matière d'IA. Ces travaux ne pouvaient donc se déployer que dans le cadre d'une démarche transverse et ouverte. C'est pourquoi ils ont été confiés à un groupe de travail pluridisciplinaire, que mentionnait Michel tout à l'heure, qui intègre des représentants de Pôle emploi en charge, alors la liste est longue, des systèmes d'information, des affaires juridiques, de l'informatique et des libertés, du management des risques, de la responsabilité sociétale, de la communication, du réseau, de la maîtrise d'ouvrage, des ressources humaines ou encore de la gouvernance des données. Il est important aussi de noter, et Gerson a posé le point tout à l'heure suite à la question qui avait été posée, ces travaux ont associé près de 60 usagers au cours notamment de labs pour inclure leurs attentes, accueillir leurs questions et prendre en compte leurs observations dans les travaux. Maintenant que nous avons parlé du qui, je reviens sur le mandat de ce groupe de travail. En quoi consiste-t-il? D'abord, à questionner le sujet. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle éthique dans le domaine de l'emploi en particulier? Il a aussi à dégager les problématiques du sujet, à en comprendre les enjeux et enfin à poser collectivement à la fois les attendus et les limites de la démarche. Cette réflexion collective a abouti concrètement et s'est matérialisée sous la forme d'une charte éthique de Pôle emploi pour les algorithmes et l'intelligence artificielle. Elle se compose d'une vingtaine d'engagements qui, pris dans leur ensemble, permettent de garantir un cadre de confiance respectueux des valeurs de Pôle emploi. Alors, un exemple peut-être d'engagement que Michel avait évoqué tout à l'heure, la charte pose notamment un principe indispensable, l'intelligence artificielle demeure au service de l'humain. Qu'est-ce que ça peut signifier pour Pôle emploi? Mais notamment garder les agents et les usagers au centre, veiller à l'inclusion de tous, préserver la possibilité d'un dialogue humain entre les usagers et Pôle emploi, et puis apporter les connaissances nécessaires à la compréhension et à l'utilisation de ces technologies. Cette charte a été soumise au plus haut niveau de Pôle emploi, c'est-à-dire à la direction générale et au conseil d'administration, et elle sera rendue publique. Entre-temps, elle sera présentée pour avis au comité éthique consultatif externe que mentionnait Michel, qui est composé de personnalités au profil varié. La conception de ce comité et plus largement ce qu'on peut appeler un système de management de l'éthique est l'un des chantiers qu'a mené Eurogroupe Consulting auprès de Pôle emploi dans ce domaine. L'enjeu, c'est de garantir la bonne interprétation de la charte, son application dans les projets et sa mise à jour régulière. L'enjeu, c'est aussi de permettre d'instruire et d'arbitrer les dilemmes éthiques qui ne manqueront pas de se poser et qui ne pourront pas être tous résolus par les équipes projet. Et en complément, mais je n'y reviens pas, Michel l'a évoqué, nous avons proposé une gouvernance à plusieurs niveaux, en interne et en externe, auxquels sont associées des parties prenantes, des missions et des modalités de saisine propre.
Je voudrais juste terminer sur 2 exemples de la façon dont l'éthique infuse les autres aspects du programme. Premier exemple, nous avons conçu un outil d'évaluation éthique destiné à guider de bout en bout les équipes projets dans la conduite d'un questionnement de nature éthique. Donc, on revient à ce sujet de se poser des questions tout au long des projets. Deuxième exemple, Eurogroupe accompagne également la dimension conduite du changement du programme. Nous avons réalisé un diagnostic interne auprès de structures similaires et nous expérimentons désormais auprès des collaborateurs, depuis les équipes terrain jusqu'au top management, une démarche d'acculturation à l'IA qui aborde les enjeux éthiques. Michel va revenir sur le sujet dans un instant, mais les travaux qui s'ouvrent à présent consistent précisément, selon une feuille de route que nous avons dessinée ensemble, à aller plus loin dans l'opérationnalisation de la charte, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Merci beaucoup, Céline. Bon, peut-être pour compléter, sans prendre beaucoup de temps, c'est un chantier sur lequel on a quelques pas à franchir en termes de mise en œuvre. On a prévu d'intégrer les partenaires sociaux dans le pilotage de cette charte et du pilotage opérationnel. Donc ça, je pense que c'est aussi un marqueur important de la transparence que l'on veut avoir dans cette charte. Dans le comité externe, on a aussi des membres du conseil d'administration de Pôle emploi qui représentent les salariés, on a des représentants des demandeurs d'emploi, on a des représentants et des expertises en termes d'éthique, des représentants juridiques, donc on a une pluridisciplinarité qui est installée pour nous alerter au bon niveau et pour nous permettre de rester sur le bon chemin. Il y a deux, trois petits éléments supplémentaires que l'on met en place. Et au travers de la conduite du changement, on a eu un grand moment de construction. On a eu un moment de réinterrogation. Je ne reviens pas sur la complexité de mise en place de solutions d'intelligence artificielle. Tout ça semble très facile quand on commence et ça se révèle assez compliqué, notamment sur la logique des données, la logique d'apprentissage, etc., etc. Donc le temps de maturation a été assez long, ce qui nous a d'ailleurs donné le temps de travailler sur le fond, sur les problématiques d'accompagnement. Aujourd'hui, on franchit 2 étapes supplémentaires. La première étape, c'est de mettre en place tout un accompagnement de ce qu'on appelle les équipes fabricantes sur l'acquisition de compétences IA, y compris la vision sur les données, y compris la maîtrise de l'éthique au travers des projets. Donc la partie éthique est intégrée comme une compétence dans ces éléments-là. On va un peu plus loin, puisqu'il y a des solutions qui commencent à s'installer, qui commencent à apporter des résultats. On va mettre en place une petite observation de l'évolution des métiers qu'on est en train d'installer, un observatoire de transformation pour regarder qu'est-ce que ça fait bouger dans les métiers, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions, est-ce qu'on a trouvé les bonnes solutions, et puis on va rentrer dans un cycle très opérationnel de la mise en œuvre de l'IA. Le conseil d'administration, par exemple, a demandé d'avoir un point régulier, une fois par an, sur les problématiques constatées, sur les stratégies à adopter, etc., etc. Ce programme a encore une bonne année, un peu plus d'une année devant lui. On estime que quand on aura fini, on aura mis en place l'ensemble des composants qui permettront de ne plus questionner profondément ni les savoirs, ni les savoir-faire, ni les technologies, etc. Donc on aura fait un passage à l'échelle. On y arrive, on a installé des vrais composants technologiques importants. On a mis en place une notion d'usine IA intégré sur lequel on pousse à la collaboration et ça commence à apporter beaucoup de fruits. Donc il y a une pensée au-delà de la pensée éthique, il y a une pensée de cohésion, une pensée de concertation, etc. Alors la limite de l'éthique, elle reste floue. Hein. Après, certains pensent l'éthique de façon très réglementaire, d'autres pensent l'éthique de façon un peu supra ou infralégale. En mettant en place des composants qui ne sont pas complètement cadrés par la législation. Nous, on considère, par exemple, que le fait d'ouvrir les actions que l'on mène, d'ouvrir nos savoirs, d'ouvrir nos échecs, mais nos réussites aussi, puisqu'il y en a à l'ensemble de la sphère publique, par exemple, ça fait partie d'une forme d'éthique nationale.
Ça fait partie d'une forme de levier que l'on offre donc d'une partie d'une pensée de cohésion nationale, d'une pensée d'économie nationale, d'une pensée de transformation nationale. Voilà, donc l'éthique, on peut l'envisager sur plusieurs niveaux. Donc le chemin reste à consolider, reste à construire. Voilà, s'il y a des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous les intervenants. Je vois qu'effectivement, les avis convergent un peu, même si on a des présentations très différentes et qui s'adressaient à ces enjeux éthiques et IA sous des angles très différents. Tout le monde s'accorde comme néanmoins pour dire que, contrairement à ce qui aurait pu être considéré il y a quelques années, l'IA n'est pas une problématique technique, c'est bien une problématique d'ensemble qui transforme un certain nombre de dimensions du travail et des relations, et qui, pour ce sujet-là, mérite d'être interrogé dans sa globalité, à la fois dans la sélection des cas d'usage qui peuvent être faits, dans les modalités de mise en œuvre, dans les développements en eux-mêmes, mais également sous une forme rétrospective d'analyse continue et de retour d'expérience pour en garantir un dispositif d'ensemble. C'est effectivement aussi les conclusions auxquelles nous sommes arrivés dans l'étude que vous pourrez télécharger à l'issue de ce webinaire et qui présente également un certain nombre de recommandations ou de propositions pour mettre en œuvre ces cadres éthiques dans les dispositifs d'intelligence artificielle au sein des organisations. Avant de conclure, effectivement, je vous propose de prendre quelques questions. Donc, on en a une sur le fil d'actualité, une question générale qui ne s'adresse pas forcément à un intervenant en particulier. L'IA s'appuie sur des masses d'informations, de données très diverses et permet de développer des services et de créer de la valeur. D'un point de vue éthique, comment garantir que cette valeur créée bénéficie à minima à ceux qui contribuent à la fourniture des données sur lesquelles s'appuie l'IA? Qui veut prendre la question? Donc, la question du juste retour aux contributeurs, effectivement. Partie des enjeux éthiques. Peut-être que je peux faire une tentative. La question est large, peut être déstabilisante parce que c'est vrai que on a tendance, quand on fait de l'intelligence artificielle, à vouloir absorber le plus de données possible, à vouloir inventer les services sur la base de ces données. On n'a pas forcément la pensée de rétribution en termes de qualité ou en termes de retour de l'usage de ces données. Je pense que c'est pas complètement inscrit dans la pensée en intelligence artificielle aujourd'hui. On est plutôt poussé par la gourmandise de données que par l'équilibre sur les données. Je vais répondre pour Pôle emploi. On a mis en place, par exemple, le journal de la recherche d'emploi dans 2 régions, qui est un dispositif simple, mais compliqué à mettre en œuvre, mais simple, et qui crée cet équilibre entre je récolte de la donnée et j'offre un service à partir de cette donnée. Il est très simple à expliquer. Le demandeur d'emploi tient un journal de bord de sa recherche d'emploi, indique les démarches qu'il a pu faire, indique le suivi de sa recherche d'emploi, etc. Donc ça nous permet de mieux le connaître, ça nous permet de mieux cibler les services qu'on lui apporte. La contrepartie, mais même la condition sine qua non pour que le service fonctionne, c'est qu'on soit en capacité, une fois qu'il a rentré ces informations, de lui proposer des services qui soient des services à valeur ajoutée et des services qui lui apportent un réel avantage. Ce qui est extrêmement difficile, parce que si on n'offre aucun service, dans l'emploi n'a aucun intérêt à remplir ce journal de bord, même s'il peut lui être utile directement à lui. Si on lui offre des services assez standards qui peut trouver lui-même sur Internet, bon, il ne verra pas un intérêt fort. Donc il y a cet équilibre. Je vous parlais d'équilibre et de questionnement tout à l'heure. Je pense que les projets d'IA sont systématiquement générateurs de questions et d'équilibre. On ne vous donnera pas de la donnée, en tout cas de la donnée qualitative fine, si on n'en tire pas un avantage. Par contre, quand on a des stylos de données, des masses de données qui sont partagées au sein du secteur public, etc., le fournisseur de données initial peut être très très loin du service qui est conçu à un moment donné. Je pense que c'est une vraie réflexion sur lequel on peut entamer des travaux collégiaux pour dire est-ce que ça bénéficie à la société? Moi, je ne me pose pas de questions sur la sphère publique. Dans la sphère publique, les données qu'on récolte, c'est pour offrir du service, c'est pour faire accéder aux droits, c'est pour simplifier la vie. Voilà. Plus globalement, on peut se poser la question.
Merci beaucoup, Michel. Pierre-Antoine, tu voulais intervenir également sur cette Oui, question? par rapport à tout ce qu'on a pu trouver sur ces sujets-là, ça recoupe un peu ce que dit Michel. En fait, ça se traduit par deux mots, parce que la question elle est un tout petit peu biaisée, puisqu'elle laisse supposer que tous ceux qui apportent des données peuvent en être les bénéficiaires. Or, dans de très très nombreux domaines, on va prendre de la donnée sur des millions de gens, et ceux qui en seront les bénéficiaires, même dans le médical par exemple, ce sera quelques milliers de personnes et pas tous les millions qui ont contribué à alimenter des systèmes d'IA. Donc en fait, il y a deux sujets qui sont abordés dans les textes, c'est la symétrie et le consentement. La symétrie, c'est pour autant qu'un système IA puisse renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire être construit pour offrir un service à tous ceux qui apportent des données, bien sûr qu'il faut documenter cette symétrie et faire que les transactions soient construites dans le respect des contrats, des personnes et de la nature même des données qui sont exploitées, retraitées et apportées en termes de services à valeur ajoutée. Et puis, dans l'autre cas où on manipule des quantités de données qui sont produites quelque part par nous tous ou par les entreprises, il s'agit d'obtenir le consentement. Et ça, c'est une question extrêmement importante. C'est je consens, et d'ailleurs on l'a vu avec tous les systèmes des réseaux sociaux et des réserves et des obligations qui leur ont été faites, c'est on doit éclairer les personnes pour qu'elles comprennent, qu'elles contribuent intentionnellement ou non, parce que toutes ces petites machines sont aussi là pour en fait nous amener à donner de la donnée. Donc il faut un consentement éclairé. Je produis des données directement ou non. Elles alimentent des systèmes et elles permettent à quelques populations de bénéficier d'un certain nombre de services ou d'expertises qui sont produits par l'IA. Donc les deux sujets clés qu'on retrouve dans tous les travaux aujourd'hui, c'est la symétrie et le consentement. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez qu'on puisse... Ah ben voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez aborder avant qu'on clôture? On est presque dans les temps. Non. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci à nos intervenants. C'était très clair et très enrichissant pour tout le monde. Donc, Pierre-Antoine Pontoiseau, Michel Couturat, Sigyn Stevens et Jacinthe Georg. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce webinaire et sur l'étude qui sera mise à votre disposition à l'issue. Et à très bientôt pour de nouvelles informations.